l'ultimatum fixé par les Nations Unies à l'Irak expire maintenant. Que peut-il se passer, que va-t-il se passer? Eh bien, vous allez le vivre en direct sur Antenne 2. Télématin spécial Golf, des liaisons avec Washington, New York, Moscou, Riyad, Jérusalem. Voilà pour l'étranger. Ici, liaison avec éventuellement l'Elysée, la bourse bien sûr, puisque vous le savez, celle de Tokyo est ouverte. Nos spécialistes et nos invités se succéderont jusqu'à 8h30. Information non-stop. Voici le journal présenté par Jean-Claude Renaud. Bonjour, l'ultimatum fixé par l'ONU à l'Irak vient d'expirer. Il y a quelques secondes, William vous l'a dit, la porte de la paix s'est complètement refermée. La parole est maintenant aux armes. La résolution 678 des Nations Unies autorise désormais les États-Unis et leurs alliés à utiliser la force pour contraindre l'Irak à évacuer le Koweït. À Bagdad, Saddam Hussein n'a tenu aucun compte de l'ultime appel que lui a lancé le secrétaire général des Nations Unies. Au contraire, puisque hier soir, le président irakien effectuait une tournée d'inspection sur le front au Koweït et près de Bassora. Sur le terrain, pour l'instant, il ne s'est encore rien passé. C'est ce que devrait nous confirmer notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, Laurent Boussier, qui, je le pense, est avec nous au téléphone. Laurent, vous m'entendez? Je vous entends, oui. Alors, vous nous confirmez que pour l'instant, il ne se passe rien. Je rappelle que vous êtes quelque part en Arabie Saoudite, quelque part tout près du front, un endroit que, bien sûr, pour des raisons militaires, on ne peut pas révéler. Voilà, environ à 60 km de la frontière avec l'Irak. Et c'est vrai, la nuit a été très calme ici, et des convois militaires ont continué d'influer vers le nord de l'Arabie Saoudite. On a vu encore arriver cette nuit des chars, des renforts, beaucoup de matériel, de l'essence et des troupes. Mais pour l'instant, le désert est tout à fait calme. La ville qui est un tout petit peu plus au sud, As-Salbatin, a passé une nuit complètement calme. C'est une ville qui actuellement est tout à fait déserte puisqu'elle a été évacuée. Et seul il y a des patrouilles de police et des milices qui gardent cette ville pour pas qu'il y ait des pillages pour l'instant. Est-ce que vous avez, vous, personnellement, le contact avec l'état-major, que ce soit côté américain ou côté français? Ici, dans le désert, nous sommes un petit peu isolés. Le téléphone fonctionne de temps en temps seulement. Ici, donc, c'est calme. Je n'ai pas de contact avec les décisionnaires, simplement avec les gens de la base qui ont passé une nuit peut-être un tout petit peu plus agitée, mais extérieurement, on ne voit pas de différence avec hier. Hier, je suis monté jusqu'à la frontière. Je suis allé jusqu'au poste de douane avec l'Irak, la route était libre et il n'y avait pas d'agitation particulière. Merci. Mais sur ce qui se passe dans la région du Golfe. La situation en Israël ce matin est très calme, c'est un calme tendu sans doute. Les enfants, pour la première fois depuis le début de ces menaces, ont reçu consigne de ne pas aller à l'école ce matin. Ils doivent rester chez eux pour pouvoir se protéger le cas échéant si une attaque se produit. Sinon, la situation est très calme, tout le monde attend, tout le monde est confiant. C'est une atmosphère un peu caractéristique pour Israël dans des situations de haute tension. Ahmad Yessid, la guerre a été fixée par l'Organisation des Nations Unies avec une date limite qui est aujourd'hui 6h du matin, heure de Paris. On a l'impression que c'est un petit peu surréaliste dans la mesure où on aurait très bien pu dire le 20 janvier à minuit ou le 4 février à 17h. Et est-ce que les Occidentaux ne se sont pas auto-piégés dans cette affaire? Je crois, en fait, d'abord, il faut rappeler que le 15, cela ne veut pas dire la guerre obligatoire, cela veut dire la guerre possible. Or, depuis quelque temps, on a l'impression, en lisant les journaux, en écoutant la radio ou la télévision, que le 15 à minuit doit nécessairement se déclencher la guerre. Même Bush a répété que ce n'était pas obligatoire. Moi, je pense que, à partir de maintenant, un geste pourrait être fait. Et je crois que on pourrait commencer à espérer maintenant que peut-être Saddam Hussein ayant réussi justement à ne pas se soumettre à cette date décidée après tout par les hommes, et ce n'est pas le jour du jugement dernier, pourrait se sentir plus libre pour prendre la décision qui déclencherait peut-être un processus de paix et laisserait possible la réflexion sur les liens qui pourraient exister entre cette situation et le règlement global des problèmes du Moyen-Orient. Donc on peut continuer à espérer, on doit continuer à espérer. Alors il y a eu des initiatives diplomatiques de dernière minute qui malheureusement n'ont pas abouti. Le point avec Manuel Saint-Paul.
and the world stands poised between peace and war, I most sincerely appeal to President Saddam Hussein to turn the course of events away from catastrophe and towards a new era of justice and harmony based on the principles of the United Nations Charter. Avant que le monde ne bascule à H+, de l'ultimatum des Nations Unies, Javier Pérez de Cuellar avait lancé un ultime appel à Saddam Hussein pour sauver la paix. Le retrait total du Koweït sous contrôle des casques bleus, avec une garantie de non-agression, de levée des sanctions contre l'Irak et la mobilisation d'efforts pour régler le conflit israélo-arabe dans sa globalité. Un texte qui aura finalement recueilli l'unanimité des membres du Conseil de sécurité après une journée tourmentée. Hier, 2 initiatives préalables ont été rejetées, une britannique et une française qui aura inspiré celle du secrétaire général. Tergiversation onusienne et manifestations pacifiques à l'extérieur des bâtiments officiels. 5000 personnes réunies pour protester contre la guerre. Mais Saddam Hussein, lui, n'entend plus les appels. En revue de troupes hier dans sa 19e province, il répétait qu'il ne ferait aucune concession sur ses droits. Je viens m'assurer que vous êtes préparés à toutes les éventualités et à faire face à une agression. Fin de citation, fin des négociations. Et l'armée française dans tout cela, eh bien, elle est sur le pied de guerre, elle est sur le terrain, et paradoxalement, alors que l'ultimatum est maintenant écoulé depuis 7 minutes et 9 secondes, et que la guerre peut éclater à chaque instant, le Parlement français se réunira ce matin à 11 heures pour donner son sentiment définitif et approuver l'éventuelle entrée en guerre de la France dans le dossier du Golfe. Pascal Ennis. La journée politique débutera dès 9h avec la réunion du Conseil des ministres. Autour du président de la République, le gouvernement fera le point une dernière fois sur les initiatives diplomatiques françaises et leur échec que reconnaissait hier soir Roland Dumas. Aucun signe tangible n'est venu d'Irak depuis hier qui puisse donner crédit à une initiative de la part des Irakiens, un mouvement de la part de M. Saddam Hussein. Dans quelques heures, nous serons au terme du délai fixé par les Nations Unies. La responsabilité de la situation ainsi créée incombe à l'Irak. Deuxième rendez-vous de la matinée, la session extraordinaire du Parlement qui débutera à 11h. Au Sénat et à l'Assemblée nationale sera lu un message du président suivi d'une déclaration gouvernementale, d'un débat puis d'un vote. Peu de voix devraient manquer au gouvernement. Seul le Parti communiste et le Front national, qui ne compte qu'un député, ont déjà annoncé leur vote négatif. En revanche, l'opposition RPR-UDF, les centristes et le Parti socialiste apporteront leur soutien à un recours à la force de la France. Au Parti socialiste, la consigne est à la discipline, a rappelé Pierre Mauroy au cours d'un comité directeur hier dans la soirée. Une mise en garde qui s'adresse aux amis du ministre de la Défense qui n'ont pas hésité hier à parler de vote simulacre. Alors, vote simulacre ou pas, nous sommes avec Jacques Baumel, qui est RPR, qui est membre de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale et président de la Fondation du Futur. Vous êtes allé d'ailleurs en Arabie Saoudite il y a quelques semaines. Vote simulacre ou pas, est-ce que vous allez approuver la politique suivie par le président Mitterrand dans la région du Golfe? Et est-ce que vous allez, vous personnellement et votre groupe, donner le feu vert pour l'engagement des forces françaises dans le Golfe? Il s'agit d'abord d'un débat et d'un vote inédit dans la Ve République. C'est un débat exceptionnel qui porte, après l'écoute d'un message du président, sur une déclaration de politique générale et non pas sur l'approbation d'une déclaration de guerre. C'est-à-dire que ce n'est pas l'article 35 de la Constitution qui autorise le Parlement à voter la déclaration de guerre, c'est sur un autre article, je ne vais pas entrer dans le détail, qui fait confiance au gouvernement après une déclaration de politique générale qui sera prononcée par le Premier ministre. Alors évidemment, à la fois pour des questions de solidarité avec nos 12 000 officiers et soldats qui sont sur le terrain, et pour des raisons évidentes de rassemblement de la nation dans une perspective qui est évidemment épouvantablement tragique, l'immense majorité du Parlement va approuver la déclaration de politique générale de M. Rocard.
En tout cas, les préparatifs militaires sont maintenant complètement terminés. Les Américains, vous l'avez entendu tout à l'heure dans les titres de Christophe Berg, les Américains ont rapatrié les fameux bombardiers B-52, qui sont les bombardiers les plus puissants et qui ont le plus grand rayon d'action. Ils peuvent même éventuellement être porteurs de l'arme atomique. Le point avec Pierre Friedenreich. Je veux qu'il paie et jusqu'au dernier. Si on ne m'en donne pas l'occasion, je serai vraiment déçu. Je veux me battre. Prêt. Dans la nuit, une vingtaine des célèbres bombardiers américains B-52 se seraient envolés pour le Golfe. Destination finale non révélée, mais à portée d'objectifs potentiels en Irak et au Koweït. Au même moment, des opérations de brouillage des communications irakiennes auraient débuté en Arabie Saoudite. Opération qui constitue généralement la préparation d'une attaque aérienne. Les politiques ont échoué, chaque marine connaît son boulot, chaque marine sait ce qu'il attend de l'autre côté de la frontière. Officiellement, la diplomatie a laissé la parole au canon. Le champ est désormais libre pour la guerre. 450 000 boys, le doigt sur la détente de leur M16, n'attendent qu'un ordre, celui-là même qui plongera les 15 000 Français dans le conflit. Il est bien évident qu'une situation comme ça ne se vit pas forcément avec uniquement l'allégresse, mais pas non plus avec une inquiétude particulière, c'est de la gravité. Dès le déclenchement des hostilités, les troupes françaises passeront immédiatement sous commandement américain. Et plus d'1,5 million de soldats à cette seconde précise, et alors qu'aucune hostilité directe n'a commencé, je le précise pour ceux d'entre vous qui se réveilleraient et qui allumeraient la télévision, eh bien plus d'1 million de soldats sont face à face. Gérard Joigny. Avant d'en faire le détail et pour donner une idée de l'extraordinaire concentration de forces militaires dans la région, il faut rappeler qu'à ce jour, 1 650 000 soldats sont sur le terrain, appuyés par 9 200 chars, 2 400 avions et 220 navires. Ce chiffre exclut des pays limitrophes comme Israël ou l'Iran, eux-mêmes fortement armés, qui pourraient entrer à leur tour dans le conflit. Dans le détail, commençons par l'Irak. Ce sont en tout 1 million d'hommes, 5 500 chars de fabrication soviétique, 700 avions de combat, dont des Mirage français, et 1 millier de missiles, dont le fameux Scud, porteur de l'arme chimique. Plus de la moitié de ces troupes, 530 000 hommes et la majorité des chars, 4 000, sont déjà au Koweït. En face, la coalition anti-irakienne. Elle comprend 29 pays que l'on pourrait répartir en forces occidentales et forces arabes. Au premier rang, les États-Unis. L'opération Bouclier du désert mobilise 430 000 soldats, 50 navires dont 3 porte-avions, 1000 chars, dont le tout nouveau M1, 1500 hélicoptères de combat, dans les airs 1300 avions, F-15, F-18, des avions radars AWACS pour la guerre électronique et des avions invisibles, le F-117 pour l'observation. Vient ensuite la Grande-Bretagne, 30 000 hommes, 170 chars, 55 avions dont les Tornados. La France arrive en 3e position des forces occidentales. L'opération Daguet mobilise 15 000 engagés, 260 chars, 60 avions dont des Mirage 2000 et une centaine d'hélicoptères de combat. 3 500 hommes et du matériel sont d'autre part en réserve à Djibouti. Les autres pays occidentaux ont une présence beaucoup plus réduite, voire symbolique. Du côté des forces arabes, sous le commandement du Conseil de coopération du Golfe, on trouve d'abord la puissante armée saoudienne, 70 000 hommes auxquels s'ajoutent les forces du Bahreïn, du Qatar et des Émirats. Enfin, 2 autres... Vous pensez qu'il avait le temps, là, dans les 4-5 derniers jours, puisque là, il avait peut-être compris que les Américains étaient déterminés, il avait une solution possible, il ne l'a pas saisie, cette chance-là? Je crois qu'effectivement, il ne l'a pas saisi. Il y a eu les tentatives françaises de dernière minute, mais il faut aussi souligner qu'il y avait en face de lui l'intransigeance américaine, c'est-à-dire le refus absolu de non seulement de lier la question palestinienne à la crise du Golfe, mais même d'envisager une solution de cette question palestinienne. Votre titre de livre, c'est Clé pour une guerre annoncée. Vous dites qu'un jour ou l'autre, elle devait arriver, cette guerre? Moi, j'en étais convaincu depuis longtemps. À partir du moment où les Américains ont déployé dans le Golfe 100 000, puis 200 000, puis 400 000 hommes, ils étaient, comme a dit le président Mitterrand, dans une logique de guerre. On ne pouvait pas imaginer qu'ils gardent ces 400 000 hommes pendant 1 an ou 2 ans.
Donc ils ne pouvaient pas laisser le temps aux sanctions de donner leur effet, et donc d'une certaine manière, ils avaient décidé d'aller à ce conflit. Et si on entre dans la guerre, la clé pour aller vers la paix, ce sera quoi? Ce sera forcément militaire ou c'est autre chose encore possible? Quelle que soit la solution, je veux dire, la victoire militaire des Alliés fait peu de doute. D'une manière ou d'une autre, il faudra résoudre les problèmes de la région, et en particulier le problème palestinien. Alors justement, dans la région et en Israël, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut se passer dans les heures qui viennent? Autrement dit, ça va être très calme dans les territoires occupés en attendant le premier coup de feu, ou alors on peut craindre des mouvements là aussi? Je crois que les mouvements ont déjà commencé dans les territoires occupés à la suite de l'assassinat des différents dirigeants palestiniens à Abu Yad à Tunis. Il y a une situation évidemment maintenant de couvre-feu et de déploiement important de l'armée israélienne, mais je pense que la mobilisation palestinienne va continuer et qu'évidemment s'il y a des opérations militaires, on peut craindre des explosions. Merci beaucoup, on vous retrouve tout à l'heure. Il est maintenant 6h15, comme vous le voyez sur cette petite pendule qui vous est familière. Nous allons procéder maintenant, comme nous le ferons tous les quarts d'heure avec Gérard Morin, un petit rappel de l'actualité. Est-ce que la situation a évolué depuis tout à l'heure, 6h, que nous avons pris l'antenne? Oui, donc 16 janvier, 6h15, ça fait maintenant un quart d'heure que l'ultimatum... Et ces opérations terrestres seraient naturellement accompagnées du déroulement d'un tapis de bombes, comme ça fait toujours le cas dans un conflit classique, de manière à faciliter le rôle difficile des assaillants terrestres. Alors, l'atout des Occidentaux, plutôt du front anti-irakien, c'est naturellement la supériorité aérienne, 5 à 6 contre 1, une écrasante supériorité navale, qui n'est pas mesurable, tellement elle est grande, tellement importante, et du côté irakien, la défense du sol national, avec l'esprit de sacrifice des combattants irakiens, et puis après, évidemment, politiquement parlant, l'atout israélien, c'est-à-dire l'implication d'Israël dans le conflit, et par conséquent un retournement complet des alliances. Mon général, vous restez évidemment avec nous pendant toute cette émission spéciale. Si vous prenez l'écoute de la 5 à cette heure précise, il est 6h17, je vous propose tout de suite le rappel des titres avec Christophe Berg. Depuis quelques minutes, l'ultimatum fixé par l'ONU à l'Irak a expiré. La force peut désormais être utilisée à tout instant pour déloger les troupes irakiennes du Koweït.